Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'Unipop de Ville en Ville, avec ce soir un grand nombre de cinémas qui nous suivent, qui ont choisi de retransmettre cette conférence. On les en remercie et on souhaite la bienvenue aux spectateurs, au public de ces salles, que je vais citer et saluer comme le veut la tradition. Donc le cinéma L'Estran de Marennes, le Clair à Thiviers, le 14A de Quimper, Ciné Fronton, l'Étoile à Saint-Médard-en-Jalles, le Vogue de Bazas, le cinéma Gérard Philippe de Gujan-Mestras, l'Éden à Montségur, le Max Linder à Créon, le cinéma de la Maison du Peuple à Saint-Claude, le Rex de Montbrison, le cinéma Confluent à Aiguillon, le Liberty à Mont-Sampran-Libos, le ciné Ville-Garenne de Vannes, le ciné Mézieux, le cinéma La Venise Verte à Saint-Hilaire-la-Palud, les Nouveaux Bleus à Beaumont-de-Lomagne, le cinématographe de Château-Arnoux, le VO de Castelnaudary, le Saint-Exupéry de Marignane, l'Eldorado à Saint-Pierre-d'Oléron, le cinéma VO à Tulle, le Carnot à Ussel, le cinéma Rex de Sarlat, le Luxe au Buisson de Cadouin, le Club à La Roche-Chalais, le Studio 53 de Boulazac, le cinéma Studio 7 à Auziel, le VO Grand Central à Colomiers, le Luxe à Cadillac, le Comédia à Sète, le Club à Fougères, le Fellini à Villefontaine, le Grand Lumière à Saint-Chamond, Luxello à Vérac, les Montreurs d'images à Agen, le cinéma Jacques Perrin de Tarare, le Vox de Marcigny, le César à Apt, le cinéma de Jancé et le cinéma Confluence à Sens. Voilà, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Alors ce soir, j'ai le très grand plaisir d'accueillir une intervenante qui a traversé la France pour être avec nous pour cette conférence. Je la remercie infiniment. Voilà, je suis ravie de vous présenter Nathalie Bittinger. Donc Nathalie enseigne en tant que maître de conférence à l'université de Strasbourg en études cinématographiques. C'est une grande spécialiste des cinématographies asiatiques, de tous les cinémas d'Asie. Et elle a à ce titre plusieurs publications à son actif, notamment un dictionnaire des cinémas chinois, ou je peux citer aussi un livre dédié au film 2046 du grand cinéaste qui va nous préoccuper ce soir, Wong Kar-wai. Elle va nous en dire plus sur ses travaux d'écriture, mais je tenais à citer aussi le tout dernier, ce très très beau livre qui s'intitule « Au pays des merveilles, trésor de l'animation japonaise », voilà, que j'ai ici, qui est paru il y a quelques mois à peine et qui, parenthèse, sera disponible à Pessac pour une séance de signature après la conférence. Voilà. Nathalie, merci mille fois d'être venue nous parler du maître Wong Kar-wai. Je vous cède la parole. Bonne soirée. Alors, merci infiniment à tous les spectateurs présents, à Audrey et au cinéma Jean Eustache qui m'accueillent. Je suis vraiment très heureuse de venir parler avec vous ce soir de Wong Kar-wai, dont vous avez eu la chance de voir ou revoir In the Mood for Love tout à l'heure, et avec la perspective de découvrir son premier film, As Tears Go By, dans la foulée de notre rencontre. Alors, effectivement, comme Audrey l'a dit, juste pour situer, j'ai une passion pour l'Asie qui s'est d'abord traduite par des voyages, mais aussi des voyages cinématographiques qui m'ont permis de découvrir des œuvres très marquantes de mon regard par leur inventivité formelle, leur mise en scène du temps, de l'histoire, du réel, comme un certain nombre d'alternatives aux mises en scène occidentales. Et donc les cinémas d'Asie qui sont très dynamiques, on peut penser à la nouvelle vague hongkongaise des années 80 avec Ringo Lam, Tsui Hark ou John Woo, mais on peut aussi penser à la nouvelle vague coréenne. Donc des chocs esthétiques qui a marqué beaucoup de spectateurs occidentaux lorsque, au gré de la diffusion des films dans les salles françaises, on a pu découvrir vraiment des cinéastes hors pair qui avaient quelque chose à nous dire de leur point de vue oriental sur le monde tel qu'il allait. Et c'est donc ainsi que je me suis tout d'abord intéressée à Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, c'est le phare du cinéma hongkongais qui perce l'écran, qui éclate à l'international, dans les années 2000. Alors, il a déjà une reconnaissance assez large avec Chungking Express en 1994, mais c'est surtout In the Mood for Love en 2000 qui le propulse sur la scène internationale. Il a extrêmement marqué les spectateurs par la beauté mélancolique de sa mise en scène, la poésie de ses images, et notamment dans In the Mood for Love, cette magnifique histoire d'amour à peine esquissée entre Monsieur Cho et Madame Chan.
surtout dans la retenue. Une histoire qui va être empêtrée dans divers obstacles, notamment la bienséance de l'époque, j'y reviendrai. Et donc Wong Kar-wai, il est important, très important sur la scène cinématographique mondiale, également parce qu'il vient après la nouvelle vague des années 80, qui avait déjà été un choc pour un certain nombre de spectateurs, mais qui était resté parfois un peu confidentiel, connu des cinéphiles. Alors Wong Kar-wai, c'est vraiment la relève, si l'on veut, c'est la seconde nouvelle vague, ou selon la boutade de Thierry Jousse, c'est une nouvelle vague à lui tout seul. En tout cas, il compte énormément et il a fini par représenter presque le cinéma de Hong Kong contemporain à lui tout seul. On peut quand même citer Johnny To et ses polars, ces films de gangsters presque théoriques et métaphysiques, mais là encore, peut-être que Johnny To n'est pas encore connu aussi largement que Wong Kar-wai. Alors, Wong Kar-wai, c'est évidemment un très grand cinéaste du temps, de la mémoire et de l'oubli. Il a même parfois des inflexions proustiennes. Et c'est un peintre de la mélancolie. Les histoires d'amour toujours empêchées de ses fictions, ou des sentiments qui naissent à contretemps, après coup, trop tard. Dans 2046, il y a cette phrase de Monsieur Shaw en voix off: « En un autre lieu, en un autre temps, peut-être notre histoire eût-elle été différente. » Bref, une mélancolie qui infuse chacun de ses plans et qui se joue au niveau des relations intimes, cette tentative très difficile de nouer un lien à autrui, mais ça se porte également plus généralement sur la ville de Hong Kong. La ville de Hong Kong qu'il a magnifiée dans ses fictions et qui est un personnage à part entière de ses films. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, qui explique également mon titre, Wong Kar-wai, Hong Kong avec des lunettes noires, c'est un clin d'œil, à la fois parce que Wong Kar-wai se cache sans cesse derrière ses montures à vitres fumées, si bien qu'il est impossible de lire dans son regard, et que ça participe de sa mythologie. Dans les entretiens qu'il a donnés, qui sont absolument passionnants, parfois, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, ce qu'il raconte. Parfois, il joue avec voilà, tout ce qui se projette sur ses œuvres cinématographiques. Et donc, moi, ce qui m'a intéressée dans les œuvres de Wong Kar-wai, c'est que derrière cette peinture mélancolique des histoires d'amour impossibles ou compliquées, source de regret pour le personnage qui a perdu l'être aimé, se cache un sous-texte historique, une réflexion sur le devenir de Hong Kong dans ses liens avec la Chine continentale. Et j'aurai l'occasion de vous le réexpliquer plus longuement, de manière oblique, indirecte, cachée dans les plis du film, vous allez avoir une réflexion sur le retour programmé de Hong Kong à la Chine, donc c'est la rétrocession de Hong Kong à la Chine, Hong Kong étant une colonie britannique qui devait être rendue à la Chine continentale en 1997. Et ça a eu un impact sur toute l'esthétique de la nouvelle vague hongkongaise, et ça se retrouve en creux chez Wong Kar-wai, ce que je vous montrerai un peu plus tard. Donc derrière les grandes histoires d'amour ou le style parfois mélodramatique, il y a une réflexion sur le temps, oui, mais aussi sur l'histoire avec un grand H. Pour un peu le situer, je vous redonne quelques informations biographiques, là où sa carrière explique un certain nombre de ses leitmotifs. Wong Kar-wai, il est né à Shanghai en 1958. La Chine continentale est soumise à des périodes de grands troubles. Le maoïsme, donc grand bond en avant, maoïsme, la révolution culturelle n'est pas loin. Bref, ses parents fuient la Chine communiste et se réfugient à Hong Kong. En 1964, il y a beaucoup de cinéastes de Chine continentale qui
pendant ces décennies, se sont réfugiés soit à Hong Kong, soit à Taïwan. Par exemple, Wu Shaoxian, ou même le cinéaste taïwanais Ang Lee, ses parents étaient également de Chine continentale avant qu'ils émigrent. Et donc Ang Lee, il naîtra à Taïwan. Donc voilà, il y a cette expérience de l'exil et du déracinement qui est déjà là. Et donc ce qu'il raconte dans les entretiens, c'est que... alors à Hong Kong, on parle le cantonais. En Chine continentale, c'est le mandarin pour la langue officielle. Après, il y a beaucoup de dialectes, il y a le shanghaïen, etc. Mais donc, Wong Kar-wai raconte qu'il arrive à Hong Kong, il ne parle pas bien le cantonais, il est dans son microcosme d'exilé shanghaïen à Hong Kong. D'ailleurs, dans In the Mood for Love, c'est aussi une communauté shanghaïenne exilée à Hong Kong qui est dépeinte. Et donc, il passe son temps au cinéma à voir tout ce qui passe, des tonnes de films, à la fois du cinéma européen, occidental, américain, et puis évidemment ce qui sort également de Chine continentale, de Hong Kong ou de Taïwan. Donc voilà pour son parcours, et son amour du cinéma a une influence sur son choix d'études et de carrière. Il va être diplômé de l'école d'art plastique et graphique. Il va s'intéresser beaucoup à la photographie et il va se mettre à travailler à la télévision sur des séries dramatiques. Là encore, je fais un petit retour en arrière pour que vous ayez bien en tête l'importance de la télévision hongkongaise dans la formation de ceux qu'on a appelés la nouvelle vague hongkongaise des années 80. Et donc Wong Kar-wai, lui, il va se former à la télévision de 1982 à 1987. Donc vous voyez la coïncidence temporelle. Et donc la TVB de Hong Kong, ça a été une véritable école pour les futurs cinéastes de la nouvelle vague. Alors nouvelle vague hongkongaise, c'est évidemment en référence à la nouvelle vague française, c'est le moment où le cinéma devient moderne, secoue les représentations classiques ou compassées de la période précédente pour être plus en prise avec le réel, avec l'actualité. Et dans le cas de Hong Kong, c'est une décennie sous haute tension. Donc, ces cinéastes de la nouvelle vague hongkongaise, vous avez un photogramme à l'écran de Tsui Hark, je le commenterai après. Mais donc, on a ce cinéaste, on a Ringo Lam, on a Patrick Tam, on a John Woo. Alors, ils n'ont pas tous le même âge. Certains sont de jeunes cinéastes, d'autres viennent de l'époque d'avant. Mais tout cela va créer une sorte de marmite à créativité, à création. La télévision leur laisse beaucoup de moyens, ils peuvent expérimenter de nouvelles formes, essayer différents genres. Et donc c'est une décennie sous haute tension parce que donc Hong Kong est une colonie britannique depuis 1842 qui a été obtenue après des guerres de l'opium. Donc c'était une petite île de pêcheurs chinoises qui, après, au XIXe siècle, a donc est devenue colonie britannique et c'est devenu aussi ce formidable fleuron de l'économie capitaliste en Asie, avec énormément d'enjeux. Et dès 1983-84, il y a un début de négociation entre la Chine continentale et la Grande-Bretagne pour que Hong Kong revienne à la Chine. Alors pourquoi ? Parce que lorsque Hong Kong est devenu une colonie britannique, il y avait un bail de 99 ans. Enfin, voilà, il y a eu différents traités. Donc il était prévu que Hong Kong redevienne chinoise en 1997, sachant que la Chine a toujours mal vécu, très mal vécu, le morcellement. C'est la manière dont elle le voit, le morcellement de son territoire. Elle parlait de traités inégaux. Et donc, vous savez parfaitement que, elle a déjà récupéré Hong Kong, mais que la question de Taïwan se pose avec énormément d'acuité au moment même où je vous parle. Donc, dès 1983, il y a des accords sino-britanniques qui programment le retour de Hong Kong à la Chine en 1997.
Pourquoi j'en parle en lien avec le cinéma? C'est parce que cette modernité hongkongaise, cette nouvelle vague, va être travaillée par le sentiment de l'urgence, du compte à rebours, l'impression qu'il va falloir très vite capturer des images de Hong Kong qui pourraient changer, qui pourraient disparaître. Donc l'angoisse du futur incertain, sachant qu'il y a énormément de troubles politiques très graves en Chine continentale au moment où... en tout cas, il y a le spectre de la révolution culturelle, il y a tout ça qui travaille ces cinéastes hongkongais, qui par ailleurs ont souvent été formés à l'étranger. Bref, on a un cinéma sur la brèche, en prise avec le réel, et qui va s'attacher à penser Hong Kong dans sa singularité, une sorte de mélange entre l'Orient et l'Occident. Et ça donne un cinéma frondeur avec son chef de file, Tsui Hark, même si lui ne se considérait pas comme le chef de file et qu'ils travaillaient tous ensemble. Un cinéma coup de poing avec ce plan final de Histoire de cannibale où le personnage tend littéralement un cœur battant et sanguinolent au spectateur en plein visage. Donc ça, c'est pour le côté subversif. Et en même temps, avec cette histoire de cannibale qui revisitait des légendes chinoises, des grands textes de la littérature chinoise, comme ceux de Lu Xun, on avait en même temps une métaphore de la violence primitive rapportée aux questions contemporaines, au présent de Hong Kong. Un autre exemple, c'est évidemment John Woo, qui a offert des polars urbain moderne, désenchanté, qui fait quelque chose de très intéressant, c'est que à travers le film de gangster, il fait revenir une sorte, avec le personnage de Chow Yun-fat que vous voyez à l'écran, très amoché, c'est un des traits de fabrique, c'est Chow Yun-fat, ce très grand acteur, souvent a le corps maltraité, martyrisé, vit un chemin de croix dans ces polars urbains. Il y a une violence opératique chez John Woo, mais c'est comme si c'était, pour Chow Yun-fat, un chevalier d'arts martiaux des temps anciens qui revenait dans la jungle urbaine de Hong Kong, se rendant compte que son code de l'honneur est désuet. Et donc, dans le photogramme que je vous ai mis, il est en train de dire « c'est dur de penser que toute cette beauté va disparaître ». Donc c'est de tout ça, c'est de toutes ces problématiques que Wong Kar-wai va hériter, et il le traitera juste à travers sa propre patte stylistique dans ses fictions de manière détournée. Donc Wong Kar-wai, scénariste dans cette télévision hongkongaise qui a formé toute cette nouvelle vague, il va beaucoup travailler avec Patrick Tam notamment. Wong Kar-wai commence par écrire des scénarios et il écrit par exemple Final Victory en 1987, signé Patrick Tam, donc un cinéaste de la nouvelle vague très important, et il met donc le pied à l'étrier en étant imprégné de cette urgence de l'époque. Et ça va mener à la réalisation de son premier film, Astirs Gobai, en 1988, qui est un film de gangster qui s'entremêle à d'autres fils narratifs, qui se mêlent à la romance et qui en même temps est un drame urbain. Donc je ne peux que vous recommander chaudement, après voilà, notre conversation, de découvrir le premier film de Wong Kar-wai, qui est à la fois une relecture de Mean Street de Martin Scorsese, parce que Wong Kar-wai est un cinéaste très cinéphile, mais c'est aussi déjà, sur un scénario plus ou moins tracé, la manifestation de la capacité de Wong Kar-wai à s'infiltrer dans des codes et à les détourner pour les tirer vers sa vision. C'est à l'état d'esquisse, il n'a pas encore entièrement carte blanche, mais il y a déjà des traits stylistiques tout à fait marquants de son œuvre à venir. Donc il participe déjà d'un premier jalon du renouveau du film de gangster par cette hybridation des genres, le fait de le mêler à la romance.
Parce que donc, il y a d'un côté l'histoire de Hawa, qui est jouée par un très grand acteur hongkongais qui est Andy Lau. Hawa, qui est pieds et poings liés avec les triades. Donc c'est un gangster qui récolte l'argent des dettes. Ça se passe dans les bas quartiers de Kowloon et il va tout mettre en œuvre pour sauver son ami Fly, qui lui maîtrise mal les codes de cette violence urbaine et qui est toujours à deux doigts, soit de se faire passer à tabac, soit de mourir. Et en même temps, c'est déjà un trait de Wong Kar-wai, il aspire à autre chose parce qu'il tombe amoureux de sa cousine Nor, qui est jouée par la grande Maggie Cheung, qu'on va voir très souvent dans les films de Wong Kar-wai, qui va être l'une de ses égéries. Il y en aura d'autres. Wong Kar-wai a sublimé les actrices comme Gong Li ou Chang Ziyi. Mais en tout cas, voilà, il est amoureux, il aspire à une autre vie et comme par hasard, ça ne se passe plus dans les bas quartiers, dans les taudis de la ville, mais à Lanto, qui est une île très luxuriante, encore très entourée par la nature et qui vit sur un autre rythme. On a d'un côté le chaos et la vitesse supersonique de la ville et de l'autre côté une sorte de nature vierge qui fonctionne avec l'éclosion des sentiments et un rêve d'ailleurs. Un rêve d'ailleurs que l'on retrouvera par exemple dans le générique d'ouverture de Nos années sauvages, puisque c'est un travelling au milieu de la forêt des Philippines qui sera dans un contrepoint visuel, esthétique et même métaphysique avec les images de Hong Kong en tant que centre urbain où il y a énormément de monde. Alors on a également, mémorable dans As Tears Go By, la chanson pop « Take My Breath Away » que l'on va retrouver dans la bande-son. Wong Kar-wai porte une attention très très grande à ses bandes-sons et n'a jamais hésité à reprendre des grands titres de la culture populaire qu'il va soit insérer dans la trame de ses fictions, soit détourner. Donc il y a California Dreaming des Mamas and Papas dans Chungking Express, il y a Happy Together dans le film Happy Together, sauf que évidemment les deux personnages amoureux, homosexuels qui ont fui Hong Kong pour Buenos Aires, ils n'arrivent pas vraiment à être heureux ensemble puisque chez Wong Kar-wai, l'amour se passe souvent mal. Donc dès son premier film, on a déjà des motifs phares du cinéaste qui vont tout au long de sa filmographie se construire en leitmotiv. J'aurai l'occasion d'y revenir, on a des personnages qui reviennent de film en film, on a des citations, vous pourrez avoir une musique de Nos années sauvages associée à un personnage qui se retrouvera dans 2046. Donc on a comme ça de vastes ramifications autour d'obsessions, de thèmes récurrents et également très unifiés par le style de ce grand auteur. Dans cette filmographie, justement, si on veut un petit peu y mettre de l'ordre, on a 4 films, enfin on a 3 films et un court-métrage qui se passe dans le Hong Kong des années 1960, un Hong Kong magnifié, idéalisé sous la caméra de Wong Kar-wai, sachant que c'est la période de son enfance, là où, avec ses parents, il a fui les violences de la Chine communiste. Et du coup, c'est vraiment passé au tamis de la nostalgie, de la recréation liée à la mémoire. Et là, son style formaliste ou maniériste, l'exacerbation des couleurs, les jeux de lumière, les reflets de miroir, tout ça va créer ce Hong Kong des années 60 très glamour. Et en même temps, teinté de mélancolie. Donc, c'est Nos années sauvages, In the Mood for Love, 2046, ainsi que La Main, qui est l'un des 3 métrages de Eros, également signé par Soderbergh et par Antonioni. On a à côté de ça 3 films qui se passent dans le Hong Kong contemporain et qui mélangent la romance et le film de gangster. Donc on a As Tears Go By, Chungking Express, Les gens déchus. Et enfin,
on a 3 pas de côté, 3 moments où Wong Kar-wai part ailleurs. Et alors c'est intéressant de voir quels ailleurs. Les Cendres du Temps en 1994, Chungking Express sortira la même année. C'est un tournage très long et difficile pour un film d'arts martiaux. Film d'arts martiaux, c'est vraiment un genre canonique des cinémas chinois, hongkongais et taïwanais. Donc les Cendres du Temps qui se passent dans une Chine mythifiée et où il s'amuse à faire revenir des chevaliers qui ont tout de la psyché contemporaine dans une Chine un peu immémoriale, et donc il revisite toutes sortes de codes littéraires et cinématographiques qui ont fait le fleuron du genre, donnant un film très postmoderne, très métaphysique et théorique, qui a complètement déstabilisé les spectateurs. L'anecdote étant que plein de spectateurs de Chine, de Hong Kong ou de Taïwan quittaient la salle parce qu'ils s'attendaient à avoir un pur film d'arts martiaux dans la tradition du genre, avec plein de combats, plein d'hémoglobine, et qu'en fait c'était une réflexion à nouveau mélancolique dans une structure labyrinthique sur le grand amour perdu. Donc ça c'est en 1994, et on pourra en faire une lecture historique tout à l'heure. En 1997, date de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Alors ça, c'est peut-être une coïncidence, mais avec Wong Kar-wai, je crois peu aux coïncidences. 1997, date de la rétrocession. Ces personnages quittent Hong Kong pour la capitale argentine. Et quand même, faut avoir en tête que Happy Together, qui met en scène une histoire d'amour homosexuel, et notamment, on voit une étreinte sans que la caméra se détourne pudiquement. Il faut avoir en tête que Happy Together avait écopé de la mention catégorie 3. La catégorie 3 à Hong Kong, c'est peu ou prou interdit aux moins de 18 ans. Et ça renvoie à des films, alors plein de films différents, mais voilà, qui ne passent pas. C'est une forme de censure indirecte, sachant que même si Hong Kong est une colonie britannique, dès les accords de 1983, il y a une petite clause juridique qui dit qu'on va éviter de fâcher le voisin chinois. Donc, faisait un petit peu attention. Et en 2007, My Blueberry Nights, c'est donc un passage c'est aux États-Unis, avec Norah Jones, Jude Law, et c'est une relecture mélangée avec plein d'autres genres de road movie, histoire d'amour, road movie. Donc une incursion, une échappée américaine. Alors, je sais quand même, normalement je sais compter, je n'ai pas mis son dernier film en date, je n'ai pas pu caser The Grandmaster, qui sort en 2013 et qui est donc son dernier film dans cette filmographie. Donc je l'ai mis un tout petit peu à part, puisque là, ça va être le Hong Kong des années 30 à 60. C'est aussi un film d'arts martiaux. Ça met en scène la légende de Ip Man, qui sera à un moment donné le mentor de Bruce Lee. Et donc c'est intéressant de voir ces deux films d'arts martiaux, l'un par rapport à l'autre, Les Cendres du Temps d'un côté et The Grandmaster, beaucoup plus lisible dans sa structure et remettant en scène un ensemble de tropes, de leitmotifs typiques de Wong Kar-wai. Et puis, j'ai dit, dernier film 2013, voilà. Tous les amateurs de Wong Kar-wai attendent désespérément son prochain film. Il est toujours annoncé pour demain, toujours repoussé. Ça devrait s'appeler Blossom Shanghai. Ça serait à la fois une série, en tout cas ce qu'on lit, ça serait une série, ça serait aussi un film qui se passera à Shanghai dans les années 90 pour traiter de la modernisation express de la ville à travers un personnage de nouveau riche, mais ça sont les infos glanées sur Internet.
Et j'ai lu aussi que pendant le confinement, il avait écrit une suite de Chungking Express. Mais ça, c'est donc épisode à suivre pour voir s'il va revenir, sachant que 10 ans, c'est évidemment long. J'en viens maintenant plus précisément à l'analyse, enfin, voilà, à travers trois pistes de son esthétique. Donc je vais commencer par la poésie mélancolique de l'amour impossible, ensuite les films puzzle, les intrigues labyrinthiques, et enfin cette réflexion sur l'histoire qui est présente. Et je vous rassure aussi, on va voir des extraits très bientôt. Et je m'excuse si j'étais trop longue. Donc, tout de suite, alors je sais que certains d'entre vous ont revu In the Mood for Love, mais j'ai choisi un extrait d'In the Mood for Love. Ça serait pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de se libérer cet après-midi, pour qu'on se remette un petit peu dans l'ambiance. Et qu'on voit donc combien Wong Kar-wai est un poète du temps, du souvenir, de la mélancolie, lié à la question de la perte de l'être aimé. Comme si les histoires d'amour ne pouvaient jamais s'ancrer dans la durée, étaient condamnées à l'évanescence, à la disparition. Donc In the Mood for Love, c'est vraiment le grand succès public, critique, mondial de Wong Kar-wai, qui a également permis aux spectateurs de découvrir deux acteurs et actrices hongkongais très très renommés, en tout cas chez eux, jusqu'à In the Mood for Love, c'est Maggie Cheung et Tony Leung Chiu Wei. Je parle très mal, hein, excusez-moi pour la prononciation. Donc, comme vous le savez pour ceux qui ont revu le film, dans le Hong Kong des années 60, In the Mood for Love nous montre la valse, hésitation de ces deux êtres qui sont chacun mariés respectivement, et qui vont emménager le même jour dans le même immeuble. Alors déjà, vous avez vu que, si vous avez revu le film, qu'à Hong Kong, il y a non seulement énormément de population, il y a énormément de densité, et donc les lieux sont infiniment restreints. Et donc d'emblée, un trait de style, c'est ces plans extrêmement resserrés, ces corps qui ne cessent de se frôler, presque parfois une impression d'étouffement. Il y a un côté un peu claustrophobe, hein, parfois, dans le cinéma de Wong Kar-wai. Et donc ces deux êtres qui emménagent, comme par hasard, le même jour, dans le même immeuble, ça aussi, c'est un trait caractéristique. Wong Kar-wai aime beaucoup jouer sur le hasard. Si on regarde tous ces films, il y a plein de fois où il y a une phrase clé, c'est « quelle coïncidence ». Donc, comme par hasard, des personnages qui ne se connaissent pas se trouvent au même endroit, au même moment, et nouent, ou ne nouent pas, des liens. Et donc, ces deux personnages, dans un Hong Kong très soumis aux bonnes mœurs et à la rumeur, il se trouve qu'ils vont finir par découvrir que leurs conjoints respectifs ont une aventure et qu'ils vont donc commencer à se voir pour essayer d'imaginer comment ça a pu commencer, cette infidélité, cette affaire. Et tout cela va, dans la perte commune, va les rapprocher. Ils vont également écrire des romans de sabre, des romans d'arts martiaux à quatre mains. Et donc on a une mélancolie qui infuse presque chaque plan. C'est vraiment ce film qui a fait découvrir au monde entier le style lyrique de Wong Kar-wai. Donc tout de suite, le premier extrait, s'il vous plaît. Alors voilà, pour ceux qui connaissent, ces passages qui se répètent plusieurs fois dans la fiction sont extrêmement connus. C'est cette virtuosité formelle, le caractère hypnotique de la musique de Shigeru Umebayashi et Michael Galasso, couplé au lent mouvement de caméra et au ralenti qui magnifie la grâce fugace de ces minuscules moments où les êtres se frôlent, là où les sentiments vont très discrètement se nouer. Alors, ce qui est très caractéristique, c'est qu'il y a de discrètes ellipses
qui se voit quand on y prête garde au changement de robe. Donc en fait, on a l'impression que c'est un seul moment par le montage qui donne l'impression de tout lier dans une même nappe temporelle, mais en réalité, c'est un moment qui peut se reproduire plusieurs fois. Il y a plusieurs passages chez le marchand de nouilles, et ces panoramiques qui balaient l'espace, mais qui sont en réalité des va-et-vient dans le temps. Et puis, ce jeu d'ombre sur les murs, les ondes de vapeur de la soupe, le mouvement de balancier des lampes, tout ça renvoie à la dimension de l'imperceptible, de l'évanescence, tous ces menus états d'âme qui sont transcrits directement dans la mise en scène. Donc on a également ici, en fait, un étrange sentiment par rapport au temps. En tout cas pour moi, c'est-à-dire qu'à la fois... c'est l'épiphanie du sentiment amoureux, c'est avec toutes ces petites rencontres que quelque chose va se nouer, et en même temps, on a une impression déjà nostalgique, comme si ça appartenait déjà au passé. Alors bien sûr, on doit préciser que l'esthétique de Wong Kar-wai doit beaucoup à sa collaboration avec Christopher Doyle, et puis également avec son décorateur William Chang. En tout cas, Wong Kar-wai est un obsessionnel du temps, des montres, des horloges, des dates. Alors, ici, vous avez des photogrammes de Chungking Express, à l'exception de cet insert sur l'horloge en très gros plan. Ça vient d'In the Mood for Love, mais vous avez quasiment la même dans Nos années sauvages. Donc il y a un goût chez Wong Kar-wai pour filmer le passage du temps de manière comptable. C'est du temps objectif, quantitatif, on peut le décompter. Et pourtant, ce n'est pas du tout la seule dimension du temps. Il va en contrepoint nous faire plonger dans le temps subjectif, la durée intérieure des personnages. Alors, deux exemples sur cette obsession des dates et des horloges, très drôle, très originale, très inventive. Dans Nos années sauvages, on a Leslie Cheung, l'acteur qui joue Yudi, qui se surnomme l'oiseau sans pattes. C'est un séducteur invétéré qui va séduire le personnage de Sulizen, joué par Maggie Cheung. Et en fait, pour la séduire, il va lui dire de regarder l'horloge pendant 1 minute, de fixer la petite trotteuse qui passe, et il va lui dire pendant 1 minute, on a été ensemble. Et puis comme ça, cette minute va devenir 2 minutes, 10 minutes, plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il noue une histoire d'amour et qu'il l'abandonne assez vite, surtout dans le montage avec ellipse de Wong Kar-wai. Dans Chungking Express, donc, on a le personnage de Hye Chi-woo qui joue un policier qui à la fois est désespéré parce qu'il s'est fait quitter par sa petite amie qui s'appelle May, M-A-Y. Il s'est fait quitter le 1er avril. Il se dit, je lui donne 1 mois pour qu'elle revienne jusqu'au 1er mai. Et du coup, il achète chaque jour une boîte d'ananas en conserve avec la date de péremption du 1er mai 1994, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et au bout d'1 mois, évidemment, elle ne revient pas. Du coup, il avale d'un coup toutes ces boîtes d'ananas jusqu'à en vomir. Et ça lui fait dire au personnage que peut-être que lui-même n'est qu'une boîte d'ananas périmée. Manière de détourner de manière ludique l'idée que dans la société mondialisée contemporaine, soit les relations amoureuses sont vouées à l'obsolescence programmée, soit elles ont effectivement une date de péremption. Alors, Wong Kar-wai, il a, en tout cas pour moi, pour tout le monde, je pense, il a de sacrées idées très originales. Pareil, en fait, le personnage, comme il est triste, plutôt que de pleurer, du coup, il va faire des footings frénétiques, comme si la sueur allait prendre le relais des larmes et lui permettrait d'évacuer cette douleur. Donc comme ça, il y a des moments parfois un petit entre drôlerie et tristesse ou nostalgie. Donc ça, c'est l'obsession du temps chronique
que je ne peux pas m'empêcher de rattacher au fait qu'il y ait le compte à rebours du retour de Hong Kong à la Chine, qui a tant influencé la nouvelle vague hongkongaise et qui travaille également Wong Kar-wai. Mais bon, on va dire que c'est une hypothèse, mais elle me semble souvent confirmée. Et c'est aussi une manière de montrer, comme nous le savons tous, que le temps des horloges décompte peut-être fixement le temps, mais que n'a rien à voir en fait avec la manière dont le sujet intimement ressent le temps. Et donc ça, c'est tout son travail sur la matérialisation plastique, sonore, de la durée intérieure, de la manière dont le personnage habite le temps en fonction de son état d'âme. Et donc on peut voir là un extrait dans 2046, juste avant de le lancer, je vais le contextualiser. Donc c'est Monsieur Shaw, il vit dans un autre immeuble. Donc 2046, c'est censé être une variation autour de In the Mood for Love, et on voit le retour de Monsieur Shaw à l'écran. Sauf que, je n'ai pas dit une suite d'In the Mood for Love, non, une variation. Les deux films ont été tournés en même temps, et dans 2046, Monsieur Shaw n'est plus du tout ce grand romantique qui était très émouvant dans In the Mood for Love. Là, c'est un séducteur impénitent qui, par ailleurs, écrit des romans de science-fiction érotiques inspirés de ces histoires d'amour. Et il vit dans un immeuble, où il va avoir différentes relations avec différents personnages féminins. Et là, le personnage féminin que vous allez voir à l'écran s'appelle Wang Jinweng. Elle est jouée par Fei Wong, autre grande actrice très présente chez Wong Kar-wai. Et elle, en fait, elle est amoureuse d'un Japonais, mais son père, patron de l'hôtel, lui a interdit cette relation, a provoqué leur rupture. Pourquoi ? Parce qu'il a la mémoire traumatique de la guerre sino-japonaise. Donc il déteste les Japonais. Et donc là, c'est un petit moment assez court où on plonge dans l'état d'âme mélancolique du personnage de Wang Jinwen qui a perdu l'être aimé. Donc c'est l'extrait numéro 2. Alors là, on voit une caméra qui bouge très peu, des gestes très lent, très ralenti de ce personnage de Wang Jinwen. Et cette perception intime du temps, elle est par exemple retranscrite, je ne sais pas si vous avez fait attention, alors il y a déjà la fumée de cigarettes qui se dissipe, c'est une figure de l'évaporation bien sûr, et Wong Kar-wai les a filmés à foison, ces volutes de fumée de cigarettes qui disent la dissipation. Mais parfois, ça va être la mélancolie de la pluie qui lave le pavé, ou ça va être un cadrage sur le ciel vide. Ça, c'est vraiment des plans qui reviennent souvent. Mais ici, donc, les volutes de fumée sont en accéléré, alors que les gestes du personnage sont très légèrement ralentis. Donc ça donne comme ça un petit effet de déconnexion, et soutenu par l'opéra Casta Diva de Bellini, que l'on entend, on entend dans la bande sonore, c'est vraiment le personnage, tout à sa mélancolie d'avoir perdu l'être aimé, qui a l'esprit loin, très loin, ailleurs, sous le regard attentif, scrutateur de Monsieur Shaw, dont on voit passer la tête à travers un cadre dans le cadre. Bref, un travail vraiment plastique et sonore sur cette question. Ce qui m'amène à un dernier exemple, c'est les brouillages temporels chez Wong Kar-wai, et parfois dans le même plan. Donc on va tout de suite regarder un autre extrait de 2046, où vous avez une construction complexe, plein de temporalités imbriquées, un flashback dans un flashback, et surtout vous allez avoir cette fusion de plusieurs temporalités. Voilà, donc c'est notamment ce plan où on a Monsieur Shaw à l'avant-plan qui est tout à ses pensées, en train de penser à la femme qu'il cherche, à savoir Migal, qui est qui s'appelle aussi, Migal c'est son surnom, qui s'appelle Sulizen, comme Madame Chan dans In the Mood for Love. Ce jeu avec les prénoms est très, très marrant. Et Migal est jouée par Gong Li, la très célèbre actrice également.
Et donc, à l'avant-plan, il est tout dans ses pensées et ses gestes sont soit à cadence normale, soit au ralenti, pendant que l'agitation du monde extérieur, les gens qui passent, les joueurs de cartes, tout ça est en accéléré. Ça permet vraiment d'incarner très concrètement cette dimension subjective du temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans le moment présent de cette agitation joueuse, il est complètement dans sa réminiscence de l'une des autres femmes autour de laquelle il gravite. Et donc, c'est un trait récurrent. Wong Kar-wai fait souvent passer en accéléré les moyens de transport ou les nuages dans le ciel, ou les gens, la foule, les anonymes, alors que le personnage est plongé dans ses pensées, dans sa temporalité intérieure. Et ça, c'est en fait un travail sur l'image qui est fait en post-production pour obtenir à la fois cette extrême vitesse et cet effet de ralenti par ailleurs. En tout cas, ça donne une distorsion étrange avec une impression de gestes saccadés, encore une fois pour retranscrire l'état d'âme du personnage. J'en viens à un deuxième point qui concerne cette dimension puzzle, labyrinthique de ces fictions. Alors, à part As Tears Go By, son premier film, et In the Mood for Love, qui, pour In the Mood for Love, donne l'impression d'être une intrigue relativement linéaire, en tout cas pour quelqu'un comme Wong Kar-wai. En fait, dans In the Mood for Love, si on fait un peu attention, parfois justement les horloges, le cours du temps remonte en arrière, il y a quelques petits jeux comme ça sur la temporalité. Mais en tout cas, ce sont des œuvres moins complexes que des films comme Nos années sauvages et surtout 2046. Alors, les spectateurs c'est des expériences vécues, qui ont aimé In the Mood for Love ont été parfois très déstabilisés par l'aspect éclaté, inachevé, profus de 2046, qui était pourtant présenté comme une variation sur le même thème. Alors, les œuvres sont labyrinthiques parce que les personnages sont perdus dans le temps, perdus dans la mémoire, dans leurs souvenirs, mais aussi c'est lié à la méthode de création de Wong Kar-wai, là aussi entourée de toute une mythologie. Donc, on raconte qu'il travaille sans scénario. Ça lui pose d'ailleurs, j'ai lu, un problème pour Blossom Shanghai, parce que justement, pour faire un film en Chine, le tournage est censé se passer en Chine. C'était aussi le cas pour In the Mood for Love, devait être tourné en Chine. Finalement, ils se sont déplacés à Macao parce que la Chine voulait voir un scénario en bonne et due forme. Et ce n'est pas du tout comme ça que Wong Kar-wai travaille. Donc, ça a bloqué à ce niveau-là. Donc il travaille sans scénario, il adore l'improvisation, il change d'idée en cours de tournage. In the Mood for Love, il l'a raconté dans sa leçon de cinéma au Festival de Cannes, ça devait être un film sur la nourriture et même sur l'autocuiseur. En quoi ça avait révolutionné la vie des femmes, parce que du coup elles avaient moins à travailler. Le riz était prêt. Et donc, ça bifurque sur cette grande histoire d'amour mélancolique. Et alors, il y a des anecdotes pour toutes les créations de Wong Kar-wai. Ces intrigues ne sont pas linéaires. La plupart du temps, la chronologie est éclatée. On vient d'en voir un exemple de flashback imbriqué dans 2046. Mais 2046 est encore plus compliqué parce qu'il se passe dans le Hong Kong des années 60, plutôt fin 60, sauf que la première séquence, c'est un Hong Kong du futur, à 2046, en 2046. Alors on se dit, tiens, il a fait un film de science-fiction, à la Blade Runner. Et en fait, ça, c'est que le personnage principal, Monsieur Cho, il écrit des romans de science-fiction, et Wong Kar-wai a décidé tout de suite d'en faire l'adaptation. Donc en fait, on voit à plusieurs moments des fragments du roman de science-fiction écrit par le personnage principal qui sont transformés, qui sont adaptés à l'écran. Donc il y a des images d'archives, des images de science-fiction, et puis il y a l'histoire du Hong Kong des années 60. Donc on a comme ça une profusion
deux types d'images, des temporalités entremêlées. Et un dernier exemple, c'est dans Nos années sauvages, donc c'est Yudi, ce séducteur qui aime plusieurs femmes. À la toute fin, alors mon PowerPoint, voilà. À la toute fin, donc, ce photogramme-là, c'est un photogramme de Nos années sauvages. Donc Leslie Cheung, c'est l'acteur qui tient la fiction sur ses épaules pendant 1h40. J'ai oublié combien de temps dure le film, mais 3/4 de la fiction. Et alors, apparaît tout d'un coup Tony Leung, qui joue Monsieur Shaw dans 2046 et également dans In the Mood for Love. Alors lui, il arrive dans la fiction comme ça, comme si c'était un passage de relais d'un personnage de séducteur à l'autre. Les deux autres photogrammes, on va voir un extrait, c'est Chungking Express. En milieu de fiction, au bout de 40 minutes, l'histoire du premier policier amoureux de sa copine May. Et puis par ailleurs, il poursuit une mystérieuse femme à la perruque blonde. Ce personnage laisse la place, à moitié, à un autre flic joué par Tony Leung, qui lui va tomber amoureux de Fei Wong après avoir été quitté par une hôtesse de l'air. Donc on a plusieurs films de Wong Kar-wai où en fait il y a plusieurs fils narratifs, il y a plusieurs histoires, voire il y a un personnage qui cède la place à un autre. Comme si Wong Kar-wai voulait raconter toutes les histoires du monde, des montagnes de récits. Et du coup, parfois, les histoires sont esquissées et puis ça va être raconté dans un prochain film. On peut tout à fait considérer que l'apparition de Monsieur Shaw de Tony Leung, pardon, il n'est pas nommé dans la fiction. L'apparition de Tony Leung dans Nos années sauvages en 1990, ça préfigure son rôle de Monsieur Shaw dans 2046 en 2004. Donc on a comme ça des bifurcations de récits, des personnages qui apparaissent in extremis. Et vous connaissez peut-être l'anecdote de 2046 à Cannes, qui devait être projeté au Festival de Cannes. Il était tellement en train de retoucher son film, Wong Kar-wai, pris dans le work in progress de son travail, des changements, un autre montage, que les bobines arrivaient au fur et à mesure sans que l'on soit sûr que le film serait prêt pour la projection prévue. Donc il y a comme ça une tentation de l'inachèvement et puis des fils narratifs interrompus qui se retrouvent parfois dans un film ultérieur. On va passer à la suite, là, les deux extraits de Chungking Express. Vous allez voir le tout début, qui nous présente le premier personnage de policier. Et puis à 40 minutes, on va voir le passage de relais entre les personnages. Alors, dans l'ouverture de Chungking Express, déjà, là, ce qui est très marquant en termes de mise en scène, c'est cette instabilité de l'image, ces manipulations, encore une fois, sur la vitesse. On a ce flic qui court après une gangster à la perruque blonde pris dans un trafic de drogue. Et puis, on a ce brouillage des formes, ces perpétuelles métamorphoses. C'est à la fois l'énergie sécrétée par la ville de Hong Kong. Chungking Express, ça renvoie au Chungking Mansion à Hong Kong, où c'est justement un quartier où il y a, et puis un style d'habitation très exigu, où il y a toutes les nationalités du monde. Donc c'est vraiment une coloration, une atmosphère particulière. Donc on est plongé au cœur des Chungking Mansion. Et à la fois, donc, il y a ce travail stylistique, cette urgence, cette course perpétuelle, ce mouvement permanent, jusqu'à l'arrêt sur image, que l'on retrouve dans les deux extraits. Et l'arrêt sur image, avec la voix off du personnage du flic, personnage qui est omniscient et qui nous dit donc que dans 55 heures, il tombera amoureux de cette femme. Donc un arrêt sur image qui fige le temps pour bien matérialiser le poids de cette rencontre qui lui tombe dessus, qui va avoir un impact sur le futur. Donc on a ces fils narratifs, et en même temps, deuxième extrait, à 40 minutes, c'est le passage de témoin.
Chi-woo, le premier flic, va céder la place à un nouveau flic qui aura une autre histoire d'amour avec un autre personnage féminin, et on retrouve presque les mêmes mots, on retrouve l'arrêt sur image et cette dimension omnisciente, puisque dans le deuxième extrait, il dit « Dans 6 heures, elle tombera amoureuse d'un autre ». Et donc une histoire est remplacée par une autre. Les personnages se croisent, parfois tombent amoureux ou rentrent l'un dans l'autre. Bref, en tout cas, soit les destins se nouent, soit au contraire, ils se fuient. Et comme ça, c'est un peu les aléas de l'existence qui semblent retranscrits dans même la méthode de travail de Wong Kar-wai. Et ça permet aussi d'analyser son œuvre à travers toutes ces récurrences. Il y a vraiment ce côté très profus de ces intrigues, et puis voilà, ce montage brisé, c'est le passé, le présent et le futur qui s'entremêlent, la narration éclatée, sont aussi des marques très, très claires de son style. Et ça m'amène au dernier point, c'est l'autre dimension qui est cette réflexion sur l'histoire. En lien précisément avec le passé, le présent et le futur qui sont sans dessus-dessous, avec la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Donc, on est tout à fait d'accord que de manière la plus éclatante, au premier niveau, il s'agit du lien très difficile à nouer, si ce n'est impossible, entre les êtres. Mais il y a donc en creux une réflexion sur les liens Chine-Hong Kong. Donc, c'est peut-être 2046 qui le manifeste avec le plus de force. Et premier questionnement, quand j'ai vu ce film à sa sortie avec un ami, et à la sortie du film qui est très complexe avec cette structure éclatée, on s'est dit tiens c'est bizarre, il répète quand même une 30aine de fois 2046 et 2047. Des nombres qui n'ont aucun sens pour un spectateur occidental. Mais quand un cinéaste aussi obsessionnel du détail que Wong Kar-wai répète ça 30 fois, difficile de ne pas croire que cela a un sens. Donc, je vais le faire très rapidement. Vous rappelez que déjà 2046, c'est le titre du film. Cette variation supposée sur In the Mood for Love qui voit revenir Monsieur Cho. Monsieur Cho qui a toujours dans un coin de la tête le souvenir de Madame Chan, son grand amour perdu. Et il y a quelques images souvenirs, quelques plans fugitifs de Madame Chan dans 2046. Maggie Cheung et Wong Kar-wai s'étaient brouillés à cette époque. Est-ce que c'est pour ça qu'elle n'est pas plus présente? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Monsieur Cho revient dans 2046 avec le même nom. Il est toujours écrivain. Mais il est complètement différent en termes de tempérament et c'est donc devenu un grand séducteur qui refuse l'engagement, c'est-à-dire l'inscription dans la durée. Donc le titre du film, 2046, c'est encore un numéro de chambre. Un numéro de chambre qui renvoie très clairement, qui est présent dans In the Mood for Love, qui est mentionné dans 2046. 2046, c'est la chambre où Monsieur Cho et Madame Chan, dans In the Mood for Love, écrivaient à 4 mains des romans d'arts martiaux, à l'abri des regards. On ne sait pas ce qui s'y passait. Il y a des magnifiques séquences avec de nouveau la musique, les panoramiques qui se passent dans cette chambre. Sachant que Wong Kar-wai avait tourné une scène d'amour entre eux, mais qu'il a choisi de ne pas la faire apparaître dans le montage final, nous laissant imaginer à notre gré ce qu'il se passe dans cette chambre 2046. En tout cas, c'est là où ils écrivent à 4 mains. Et donc, dans 2046, quand Monsieur Cho a définitivement perdu Madame Chan, il retombe, comme par hasard, sur une autre chambre 2046. Donc, il veut absolument l'habiter. C'est un effet de mémoire. Mais cette chambre 2046, elle est en travaux, donc il se déplace dans la 2047. Ensuite, il écrit des romans de science-fiction érotiques inspirés de ses multiples conquêtes amoureuses.
Et ces romans de science-fiction ont pour titre 2046 et 2047. Et enfin, on va revoir la première séquence du film. 2046 et 2047, donc en fait dans le roman 2047, qui est un roman de science-fiction, il y a une mystérieuse ville futuriste, rétro-future, qui se nomme 2046, et l'intrigue se passe à 2046. Et ça, c'est une référence indirecte à la rétrocession de Hong Kong à la Chine. J'en parlerai après l'extrait, comme ça on se met dans l'ambiance. Mais je rappelle que 2046, ça se passe dans les années 1960. Sauf que la toute première séquence, celle que vous allez voir, c'est un univers de science-fiction. Et c'est donc là où on peut commencer l'extrait à 2 minutes 13, comme ça on passera le générique. Et donc après, ça embraye sur l'intrigue dans les années 60, sans transition. Quand la Chine récupère Hong Kong en 1997, sachant que Hong Kong est vraiment la place capitaliste mondiale, pour rassurer les investisseurs, mais aussi la communauté internationale, pour rassurer les Hongkongais qui avaient peur que son système relativement démocratique mis en place par la Grande-Bretagne soit repris en main de manière musclée par la Chine. La Chine continentale promet de ne pas toucher aux institutions de Hong Kong pendant 50 ans et qu'elle garde son statut de région administrative spéciale. 50 ans, ça fait 1997-2047. Donc 2046-2047 renvoie en creux. En tout cas, je parlais avec des spectateurs hongkongais, pour eux c'était limpide comme référence, renvoie dans la sphère de l'imaginaire, dans le cadre du roman de science-fiction, à cette hantise que la Chine touche aux institutions démocratiques. Alors, tout se passe comme si le roman de science-fiction mis en image à l'ouverture de 2046 recourait à cet espace-temps fantasmatique du futur, la science-fiction, pour traiter d'un événement historique différé. C'est-à-dire, on promet que dans 50 ans, on ne touchera pas au statut de la Chine. Et Wong Kar-wai brode autour de ça tout un imaginaire, sachant que dans ce train, il y a aussi des androïdes à émotions différées. Or, qu'est-ce qui a été différé au niveau politique, prétendument, c'est le fait de changer les institutions hongkongaises. Donc que ce soit dans l'androïde à émotions différées ou dans cette phrase, le voyageur en partance pour 2046 n'a qu'une idée en tête, retrouver ses souvenirs perdus, car on dit que rien ne change jamais à 2046, mais nul ne sait au juste car nul n'en est jamais revenu. C'est la toute première phrase. Ben là encore, ça renvoie en creux à la rétrocession, parce que le retour de Hong Kong à la Chine, c'était prétendument renouer avec le passé chinois et un territoire non morcelé. La Chine se présentait comme terre-mère, qui avait été dépecée par les les colonisateurs occidentaux. Donc il y a un retour aux souvenirs perdus chinois pour les Hongkongais, et en même temps, il y a cette promesse d'immuable, promettre que rien ne changera jamais à et en 2046, ça renvoie à la promesse chinoise. Il tempère Wong Kar-wai via son personnage, puisqu'il dit « Nul ne sait au juste, car nul n'en est jamais revenu ». Donc c'est une mise en scène du déphasage historique, de l'enchevêtrement du passé, du présent et du futur. On peut aussi commenter rapidement l'iconographie choisie pour cet univers de science-fiction. Il est bizarrement anachronique. Ce ne sont pas des vaisseaux spatiaux, mais des trains qui sillonnent sans cesse la ville. Vous aurez aussi remarqué qu'on n'a que des armatures d'immeubles qui ne sont pas remplies et qui sont vides. Bref, on a à la fois une modernité industrielle et un monde post-humain avec ces androïdes à émotions différées. Et donc tout se lie à la fois sur le plan de l'histoire d'amour intime, Wong Kar-wai, peintre des amours impossibles à contretemps, mais se lie aussi du point de vue de l'histoire, comme si, avec beaucoup aussi de jeu,
et d'angoisse. Wong Kar-wai transposait les éléments de la rétrocession dans son univers fantasmatique de science-fiction. Parce que c'est quoi un futur où on pourrait retrouver le passé? C'est extrêmement étrange. Alors, pour préciser que tout cela n'est pas qu'une interprétation farfelue de ma part, sachez que dans le générique de la fin, il y a un bout de la loi rédigée entre la Grande-Bretagne et la Chine. Cette phrase au milieu d'un brouhaha sonore qui dit « Hong Kong maintiendra ses institutions pendant 50 ans ». Deuxième élément, il y a beaucoup de films hongkongais qui ont traité comme ça indirectement de la rétrocession à travers des élections dans le monde des triades chez Johnny To. Mais aussi Wong Kar-wai lui-même l'a déjà un peu fait dans Les Cendres du Temps ou dans Happy Together. Dans Les Cendres du Temps, c'est des personnages contemporains aux valeurs dévoyées qui étaient plongés dans la Chine mythifiée immémoriale. Donc il y a forcément un lien avec tout l'imaginaire mythologique et politique qui caractérise les relations entre Hong Kong et la Chine. Puis dans Happy Together, c'est une histoire d'amour, oui, qui a du mal à fonctionner. Et sans cesse, les deux personnages se disent « on recommence à zéro ». Et le « on recommence à zéro » était présent dans la rhétorique pour parler du retour de Hong Kong à la Chine. Un dernier mot avant de vous laisser la parole si vous avez des questions. Quand je travaillais sur ces questions en 2006-2009, notamment, c'était une analyse à partir de ce que je trouvais dans le film, le fait qu'il y ait 30 fois répété 2046-47. Mais bon, or, on a bien vu, je suis quand même obligée de le dire, que les manifestations pro-démocratiques à Hong Kong ont été quand même violemment réprimées, qu'il y a eu beaucoup de lois qui sont passées, comme la loi anti-subversion en 2003, ou il y a eu la révolution des parapluies en 2014, et puis en 2019, encore d'autres lois chinoises. Par exemple, la loi qui permet, en lien avec la sécurité nationale, d'extrader les Hongkongais en Chine continentale. Il y a eu une réforme du système électoral. Bref, malheureusement, les craintes cinématographiques qu'on peut déceler dans le cinéma hongkongais de la nouvelle vague ou ici chez Wong Kar-wai, ils craignaient une reprise en main musclée de Hong Kong par la Chine. Malheureusement, c'était loin d'être infondé et peut-être que Wong Kar-wai était encore trop optimiste à imaginer que la Chine attendrait vraiment 2046 pour toucher à ce qui était des promesses démocratiques pour Hong Kong. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excusez-moi, petit souci de micro. Un grand merci à vous, Nathalie Wittinger, pour cette conférence passionnante. C'était une magnifique exploration du cinéma de Wong Kar-wai. Donc, on a quelques petites minutes pour des questions. On va remettre le numéro à l'écran pour les autres cinémas. Et j'ai déjà vu des bras levés ici à Pessac, j'arrive. Merci, c'était passionnant. J'ai une petite question. Est-ce que vous connaissez le nombre de robes portées par Maggie Cheung dans In the Wind for Love? Parce que c'est quand même impressionnant. J'arrive. Attendez, Nathalie, parce qu'il faut qu'on vous entende dans les autres salles. J'arrive avec le micro. C'est pas grave. Là, malheureusement, non, je suis désolée, je n'ai pas pensé. Si j'ai lu cette information un jour, je l'ai oubliée. Mais
Ces robes sont des chipao qui renvoient vraiment à la mode de Shanghai, hein, donc, puisque ce sont des exilés shanghaïens à Hong Kong. Ce n'est pas du tout anodin, ce petit détail de la manière dont elle est habillée. Et ces robes sont sublimes, magnifient le corps de Maggie Cheung. Et comme il se frôle dans ces espaces si restreints, voilà, ça participe totalement de la poésie. Mais on voit parfois les passages du temps parce qu'elle change de robe dans une scène qu'on aurait pu appréhender comme la même unité temporelle. Alors, j'arrive. Merci. Moi, j'aurais deux questions qui concerneraient les cendres du temps. Alors, je sais qu'il existe deux versions des cendres du temps. Donc, il y a une version qui s'appelle, je crois, la Theatrical Cut, qui est une version longue, originale de Hong Kong. Et il y a une version qui est officiellement pour le public occidental, qui est la seule qui est disponible en Occident dans le support physique, tout ça. Alors ma première question, ce serait... alors j'ai lu quelque part qu'en fait, Wong Kar-wai aurait remonté entièrement le film et retiré des scènes, notamment des scènes d'action, parce que je crois qu'il disait que les spectateurs occidentaux ne comprendraient peut-être pas les scènes d'action. Donc ma question c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que c'est ça? Et ma deuxième question c'est si vous avez vu les deux versions, laquelle serait la meilleure d'après vous? Alors très très bonne question, très pointue. En fait, il y a même trois versions. Je rajoute juste qu'il y a aussi la version Redux de 2007. Donc Wong Kar-wai a voulu en 2007 bénéficier des avancées technologiques pour donner toute la pleine potentialité à son film qui, en 1994, pour la virtuosité des combats ou son travail sur les couleurs, sur le grain, la texture de l'image, voilà, il était limité à l'époque. Donc on a encore cette troisième version. Alors oui, j'ai vu les trois versions. Je ne me souviens pas par rapport à cette question des combats. Pour moi, ce qui est le plus marquant entre la version hongkongaise de 1994 et la version occidentale, qui va un peu dans le sens de ce que je disais sur la réflexion indirecte sur l'histoire avec un grand H, c'est que dans la version hongkongaise de 1994, les deux personnages principaux, donc il y a un autre Tony Leung, c'est pas le même que dans Monsieur Cho, et il y a Leslie Cheung, ils se font surnommer Ouest malfaisant et Est malicieux, enfin deux qualificatifs négatifs les concernant, donc qui renvoient l'Orient et l'Occident dos à dos. Moi, c'est ce changement qui m'a le plus marqué. Et en revanche, là où vous avez raison, c'est que d'autres scènes coupées par rapport au combat, c'est pas tant les combats en eux-mêmes, leur chorégraphie, que le spectateur occidental n'aurait pas compris, mais il y a parfois vraiment des références qui puisent dans le grand cinéma hongkongais classique de films de sabre et d'arts martiaux. Et là, il a dû juger que c'était trop pointu. Donc vous avez vraiment des choses qui renvoient aux films de la Shaw Brothers, à King Hu, Chang Che. De toute façon, dans tout le film, Wong Kar-wai n'arrête pas de citer tous les grands noms du film d'arts martiaux. Il cite Soyark, il cite Raymond Lee, il cite plein de cinéastes, et chaque combat va avoir un autre style, comme s'il passait en revue toute l'histoire du genre. Mais la plus grande marque de fabrique de ce film, c'est qu'il a frustré les spectateurs hongkongais qui voulaient voir des combats, parce que parfois les combats sont illisibles, ils sont filmés de tellement près qu'on n'y voit rien, on n'y distingue rien. Donc il y a comme ça vraiment un jeu avec les attentes du spectateur. Et oui, il y a des choses qui ont été coupées en lien avec la complexité pour un spectateur occidental qui n'a pas les codes. Je me souviens qu'on a beaucoup dit, ce qu'on dit souvent, c'est que les spectateurs occidentaux n'arrivaient pas à distinguer chaque personnage. Voilà. Donc il y a des différences, mais la version envoyée à Cannes de 2046 n'est pas celle qu'on a vue ensuite dans les salles françaises ou qu'on a en DVD. Donc comme ça, il y a ces nombres de versions qui prolifèrent et c'est un jeu de piste après quand on veut comparer les différences. Alors, je vais vous transmettre deux questions qui sont déconnectées, mais le temps file, je vous les passe. Pourquoi le choix d'un tournage nocturne pour In the Mood for Love? Et puis, quel film voit-on à Hong Kong? Plutôt asiatique, américain, un peu tout, si vous savez. Alors,
tournage nocturne, ça va parfaitement avec la mélancolie, avec l'atmosphère crépusculaire qui peut se lire sur le fait que cette histoire d'amour est condamnée avant même qu'elle n'ait commencé, plus en lien, c'est aussi pour ça que j'ai appelé Hong Kong avec des lunettes noires, pour la référence à cette ambiance nocturne. Et donc, les films que l'on voit à Hong Kong, alors il y a toute une production locale de films qui n'arrivent pas forcément jusqu'à chez nous. La Chine continentale s'est lancée dans un sharp power, pour reprendre l'expression d'un collègue sinologue, plutôt que soft power, c'est-à-dire que voilà, par le biais du cinéma, des blockbusters, on a aussi une propagande nationaliste qui passe. Ce ne sont pas des films qui arrivent forcément jusqu'à chez nous, certains si, d'autres non. Donc ça, évidemment, ça passe à Hong Kong. Il y a évidemment aussi, bien sûr, à notre époque, des films américains, des grands succès américains. Et puis, là où Hong Kong a longtemps été une place cinématographique très dynamique, qui n'hésitait jamais à être subversif, pas frontalement, mais dans les coins, comme on l'a dit, maintenant, c'est beaucoup plus problématique. La censure chinoise s'applique et il y a beaucoup de coproductions Hong Kong-Chine qui a quand même amoindri le vivier créatif. Et donc, les anciens de la nouvelle vague, Tsui Hark, John Woo, maintenant ils font des coproductions avec la Chine. C'est souvent des grands spectacles historiques comme Les Trois Royaumes de John Woo ou Tsui Hark, La bataille de la montagne du Tigre. Il reste encore d'autres cinéastes hongkongais importants comme Fruit Chan, Johnny To ou Stephen Chow, et on voit certaines de leurs œuvres arriver jusqu'à chez nous, mais pas toutes du tout. Voilà. Alors, on va juste se quitter avec une question à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu, mais peut-être vous pouvez en reparler. Verra-t-on un nouveau film de Wong Kar-wai ? Oui, il a l'air... Alors oui, mais il va falloir attendre. Je ne suis pas Madame Irma, mais je vous promets, je regarde régulièrement et on nous disait c'est sûr que c'est pour 2021, c'est sûr que c'est pour 2022. Et là, je n'ai pas retrouvé d'informations récentes à ce sujet. Oui, ça va arriver. Ça fait totalement partie de son processus de création. Et d'emblée, il veut faire une série, un film. Vous voyez, c'est toujours voilà, il y a une démesure presque. Donc oui, je pense qu'on va finir par voir ce film. En tout cas, je l'espère. Shanghai Blossom, à suivre. On va se quitter là-dessus. Un immense merci, Nathalie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Probablement à bientôt, on l'espère. Merci à tous, à bientôt.